Derrière les musées, archives, bibliothèques, champs de fouilles, monuments historiques, nous vous emmenons dans les coulisses du métier comme vous l'avez probablement rarement entendu. Bienvenue dans le podcast Art à Cœur, un podcast créé par les professionnels qui soignent la culture. Chaque épisode donne la parole à un ou une professionnelle du patrimoine qui nous partage sa vision du métier. Cette saison, je serai accompagnée par des professionnels qui travaillent sur le terrain. On prend la place. Moi, c'est Siggy, ma spécialité c'est l'histoire des techniques artistiques et je tiens une chaîne YouTube sur l'histoire du patrimoine et des ateliers d'artistes. Mais dans le podcast Art à Cœur, je passe le micro à mes collègues. Sur ce, bonne écoute. Aujourd'hui dans le podcast Art à Cœur, je reçois Tatiana Hullois qui est restauratrice de peinture murale. Bonjour Tatiana. Donc je suis restauratrice de peinture murale, ça va être tout ce que vous trouvez dans les églises, les châteaux ou même dans les musées. Donc on parle vraiment des grands décors qui sont liés à un support, donc souvent un mur. Donc ça peut aller d'une toile marouflée, qu'on va retrouver beaucoup dans les palais et les châteaux, à surtout des décors sur enduit. Souvent, les gens disent fresque pour désigner une peinture qu'ils vont voir sur un mur. Mais pour nous, fresque, ça va vraiment regrouper une technique particulière. Il faut se dire qu'il y a plein d'autres techniques qui sont souvent liées quand même des techniques à la chaux. On a aussi des décors à l'huile sur plâtre. On a des détrempes, donc des liants qui sont plutôt de la colle ou des œufs. Voilà. Donc peinture murale, ça serait le terme générique ? Peinture murale, c'est le terme générique. On dit aussi peinture monumentale. Mais qui peut être aussi une toile sur châssis géante, une peinture monumentale. Non. Ah non ? Si, ça peut être une peinture monumentale, mais c'est vrai que là, si c'est sur châssis, c'est encore d'autres problématiques. Oui. Là, on va vraiment, quand on parle de peinture murale, c'est vraiment qu'elle est liée au support. Soit qu'elle a été peinte sur un enduit, ou même directement sur pierre, ça peut arriver. Soit que c'est une toile qui a été marouflée, donc il y a une colle qui a été mise. Et du coup, maintenant, ça fait partie de l'immeuble. Voilà. Oui, il y a un côté monumental, il y a un côté presque architectural. On sort de l'objet mobile, c'est vraiment une peinture dans la structure. C'est ça. Et du coup, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va pas avoir les mêmes problématiques de quelqu'un qui va travailler sur un objet mobilier, sur un tableau, sur du papier par exemple, parce qu'il va falloir qu'on prenne en compte aussi en plus de l'histoire de l'œuvre, de son vécu, qu'est-ce qui lui est arrivé, quelles sont les altérations, quelles sont les restaurations qui sont passées derrière. On va regarder aussi tout ce qui est matérialité, c'est quelle technique, etc. Il faut aussi qu'on prenne en compte le bâtiment. Okay. Il faut qu'on prenne en compte l'histoire du bâtiment, quelles ont été ses modifications au fil du temps, parce que ça peut avoir un impact sur la zone où est située la peinture. Il faut qu'on prenne en compte les matériaux du bâtiment et aussi son environnement. Qu'est-ce que tu veux dire alors par exemple, la structure du bâtiment, quel impact elle peut avoir sur un mur avec une peinture ? Typiquement, comme le support de la peinture, ça va être le support, son enduit, mais l'enduit est posé sur un mur, donc c'est vraiment son support. Et si celui-ci présente des défauts de stabilité ou il y a un changement d'équilibre dans les forces pour X raisons, du coup ça va se manifester le plus simplement et le plus visible pour tous les gens, des fissures. Le moins visible que nous, qu'on va trouver, c'est des déplaquages d'enduit. Donc, c'est-à-dire que l'enduit n'est plus collé à son support. Il tombe comme ça, en fait, comme une grosse écaille. Il va même pas tomber. Okay. Ça peut tomber. Ça, c'est le dernier stade. Mais le premier stade, c'est que nous, on va taper et ça va faire un creux. Et on sait qu'il y a un vide. D'accord. Donc, il s'est désolidarisé. Il s'est désolidarisé. Alors, après, ça peut être... C'est pas net. Hein. C'est souvent sur des multiples couches parce qu'il faut dire que sur les peintures, on est souvent face à des multiples supports. Des fois, on a juste un enduit, et le sous-enduit et la pierre, mais des fois, on a des décors qui sont sur plusieurs autres strates au fil des années. Qui correspondent à des siècles différents. À des siècles différents, voilà. Moi, je travaille beaucoup en région et sur des églises. Et souvent, il faut se dire que les décors peints, pour ce genre de lieu, c'était décoratif. Et il y a un moment, ça passait de mode. C'était plus au goût. Et on revenait repeindre. Donc, on revenait mettre soit on piochait, donc on piochait la peinture en dessous, totalement, ou juste des petits poinçonnages pour remettre un enduit et revenir repeindre.
Des fois aussi, on revient juste mettre un badigeon de chaud et on va revenir repeindre. Donc là, c'est du blanc, juste un coup de blanc et on repeint dessus. Comme on fait dans sa maison aujourd'hui. C'est ça, exactement. Et du coup, on retrouve avec des multiples strates. Donc le bâtiment, on va avoir les fissures, on va avoir ces déplaquages-là, et aussi on va avoir d'autres choses, notamment les problèmes d'humidité qui sont à prendre en compte. Donc là, c'est pas juste l'inondation, c'est souvent, c'est comme votre maison. Il y a toujours des infiltrations. On a beau tout. De toute façon, le but, c'est qu'une église ne doit pas être étanche. De toute manière, parce que si elle est étanche, on a des gros problèmes aussi. Donc on va avoir des infiltrations d'eau qui vont se faire par le bas, qui peuvent se faire par la couverture, aussi selon l'orientation de l'église. C'est ça qu'on regarde souvent l'extérieur, parce que l'état des mortiers extérieurs peut faire aussi amener de l'humidité dans le mur. Parce que si vous avez du nord en plus, choses comme ça. Ouais, souvent les murs nord, les murs ouest, mais après ça dépend de l'orientation aussi. Si à l'est il y a beaucoup d'arbres, il y a plus d'ombre, ça sèche moins bien. Et par exemple, ces défauts d'humidité vont amener des choses comme ce que les gens appellent du salpêtre. Nous, on appelle ça des sels. Après, il y en a différentes natures. En fait, c'est l'humidité qui a soit par le bas, soit par le haut, soit direct par le mur, qui arrive et qui va faire remonter ces sels en surface. Et donc, du coup, on va avoir des blanchiments, on va avoir des cristaux de sel. Des fois, on a même du sel, on dirait du sel de table, qui est posé sur la peinture. Et du coup, ça va. Ça fait un peu des cheveux aussi ou des. Ça peut faire des cheveux, des choux, des choux aussi. On est ça fait des choux. Des choux, j'ai jamais vu ça. Si, il y a des sels qui font comme des choux. Et en fait, ça pousse la peinture. Donc, des fois, on a un gros petit tas de plein de petits choux et on a la peinture. Et en fait, c'est les sels qui ont rendu l'enduit complètement pulvérulent. Mais voilà. Donc, il y a ça. Il faut se dire aussi que les différents éléments. Une église, vous avez différents types de matériaux. Vous allez avoir la charpente bois, vous avez le mur en pierre, vous avez le sol aussi qui peut jouer, qui peut être selon les différentes natures. Donc tout ça, ça joue, c'est des connexions et ça a un impact sur le mur. C'est un château de cartes, quoi. C'est un château de cartes. C'est vrai qu'on doit prendre en compte ce bâtiment avant d'envisager une restauration, parce que si on se dit... On voit souvent la peinture, on se dit c'est comme une peau, c'est superficiel, on va le traiter comme un objet mobilier. Mais si on pense pas à l'ensemble et qu'on ne travaille pas main dans la main avec les commanditaires, avec l'architecte, et qu'on réfléchit pas un peu, des fois ça peut amener à des dégâts. Oui, tu viens de parler de peau, c'est vrai qu'il y a ce côté justement, si on fait le parallèle anatomique, si tu traites pas le problème du fond, il va revenir. C'est ça, il va revenir. Et même et des fois aussi, si on prend pas en compte la peinture quand on fait des travaux sur le reste de l'église, il peut aussi y avoir des problèmes. Par exemple, typiquement, le cas que je t'ai expliqué tout à l'heure, où on va être appelé, on avait vu qu'il y avait des défauts d'étanchéité de couverture. On a refait la couverture. Ouais. On a décidé, parce que c'était des immeubles qui n'étaient ni classés ni inscrits, donc il n'y a pas d'obligation dans ces cas-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les mairies et les commanditaires, de mettre un autre type de couverture. Du coup, il y a un changement d'équilibre dans la charpente qui se répercute sur le mur. Et là, on a vu apparaître tout un tas de fissures depuis que la couverture avait été changée. Notamment qui étaient beaucoup trop lourdes. Et du coup, comme on avait en plus un enduit plâtre qui a une très grande plasticité, tout de suite, ça a réagi. C'est quoi la plasticité d'un matériau ? On en parle souvent. Sa capacité à se déformer. Il y a des matériaux qui vont être plus rigides que d'autres, c'est une sorte de souplesse, de flexibilité. De flexibilité, après ça change avec le temps et avec les altérations qu'il y a pu y avoir aussi. Notamment l'humidité joue beaucoup sur la plasticité d'un matériau. Est-ce qu'il vaut mieux parce que moi je vois de mon point de vue de ma discipline, il y a souvent cette réflexion il faut par exemple un matériau de renfort qui est plus plastique, flexible, car en cas de déchirure, c'est lui qui prend, c'est ce rajout et pas l'œuvre originale. Est-ce que c'est plus intéressant dans le bâti d'avoir quelque chose de très statique ou au contraire très plastique ? Ça dépend vraiment du cas. Le plus important, moi je dirais, dans les interventions, c'est d'avoir un matériau qui respire. On utilise des matériaux qui vont être plus semblables à ce qu'on peut retrouver dans les bâtiments, donc des enduits chauds, des badigeons de chaux, et aussi on va faire des injections de mortier qui sont à base de chaux et qui sont adaptées. Mais on va aussi utiliser des résines acryliques. Donc là, justement, on a ce défaut de film plastique qu'on doit faire très attention, parce que si on crée de l'étanchéité dans la peinture et même au sein des strates, on va créer des nouvelles hôtes qui ne vont pas réagir de la même manière. Ouais. Donc c'est vraiment la respirabilité pour moi des corps peints qui est important. Vous injectez quand même du coup des résines qui n'ont pas la même réaction Alors moi personnellement je le fais pas. Ça dépend justement. Voilà. Après je travaille beaucoup sur des peintures qui sont assez anciennes et qui sont sur enduit chaud.
C'est vrai que ça va être très différent pour des collègues qui vont travailler plus sur du plâtre ou sur des enduits un peu bâtards du 19e siècle, ou qui vont avoir, notamment quand on travaille sur de l'huile sur plâtre, c'est vraiment, on peut pas se passer des peintures, Oui, parce que des pour, résines acryliques. Pour rappel, l'huile a plus généralement une caractéristique plastique que pour... Enfin, Voilà, sur les peintures qui sont faites sur enduit à la chaux, il y a la technique à la fresque où le pigment est pris dans l'enduit. On a aussi une technique où souvent ils travaillaient sur des enduits qui étaient mi-secs. Donc ils allaient utiliser de l'eau de chaux ou du lait de chaux qui véhiculait avec du pigment pour venir peindre. Et il y avait aussi la technique complètement à sec. Et il y a la technique à la détrempe, donc à base de colle notamment. Je veux bien que tu nous fasses un petit résumé parce que c'est très très méconnu. Tu disais que donc la fresque, c'est un peu le terme que tout le monde dit génériquement. Voilà, même pour le street art, on dit fresque. Oui, c'est vrai. Donc il faudrait plutôt dire peinture murale. La fresque, qu'est-ce que c'est spécifiquement ? La fresque spécifiquement, c'est une technique qu'on a beaucoup retrouvée en Italie, mais qui s'est aussi retrouvée, qu'on parle beaucoup à la Renaissance, mais qui s'est retrouvée aussi à l'Antiquité, où on va venir poser un enduit aggiornaté, donc c'est juste pour la journée. On vient poser son enduit frais, et on va prendre ses pigments, et on va mettre soit dans de l'eau, soit des fois le faisait dans le lait de chaux, mais purement c'est de l'eau. Donc le lait de chaux, ce serait l'équivalent du même mortier mural, mais avec plus d'eau. Ouais, en fait, c'est plus chargé, donc du coup, le pigment va être plus... on va avoir une peinture plus chargée. Là où, normalement, c'est juste de l'eau et du pigment, et on va venir l'appliquer au pinceau. Plus chargé, ça donne un côté épaissi. Épaissi, plus crémeux. Mais c'est rare dans la technique pure fresque. D'accord. Souvent, c'est plus... ils vont revenir éventuellement avec de l'eau de chaux, du lait de chaux en deuxième pour faire des finitions. S'ils n'ont D'accord. pas eu le temps de tout faire, c'est Oui. des techniques un peu... Parce que c'est un travail qui se fait que avec l'humidité du mortier. Ouais, c'est C'est fait, sec. l'humidité du mortier va faire... il va sécher et au fait, avec la réaction de l'air et de la chaux, ça fait... alors je me souviens plus du terme, je suis désolée. Mais ça fait une couche solide qu'on dit de carbonate. Et au fait, ça fait comme un voie et c'est vraiment pris dans Ça l'enduit. redevient de la pierre reconstituée, colorée. Ouais, plus ou moins, on va dire. Pour de simplifier, manière mais- simplifiée, Donc, il y voilà. a pas, contrairement à quand on dit peinture, c'est pigment plus colle. Là, il n'y a pas de colle. C'est vraiment une réaction. C'est vraiment une réaction chimique avec l'enduit, Mhm. de la chaux et de l'air et Ouais. de Qui l'humidité piège le pigment dans qui piège le pigment et qui fait un effet de carbonatation. Voilà. D'accord. Et donc, après, tu disais, donc, dans les autres, comme ça, une fois que ça s'est expliqué, je pense que c'est plus clair ensuite de dire qu'il y a effectivement des peintures différentes qui ne sont pas à fresco, du coup. C'est ça. C'est mural, mais pas de la Pas fresque. Et souvent, en France, on a plutôt ces autres techniques. Ah, d'accord. On peut avoir de la fresque, hein, mais c'est plus épisodique. Ouais. En tout cas, en ce qui concerne les monuments historiques, on est souvent sur, pour les petites églises, sur des techniques un peu mixtes, justement. On va utiliser de l'eau de chaux ou de lait de chaux sur des enduits qui ne sont pas totalement pris, qui ne sont pas encore secs. Mais voilà. La fresque, il y en a eu beaucoup. En fait, il faut se dire que toutes les peintures qu'on voit dans les églises, alors soit c'était des bonnes âmes qui le faisaient, mais c'était aussi des artistes itinérants. D'accord. Voilà, c'était oui. pas forcément... des fois, c'était le moine, le prêtre ou Oui. un paroissien. Oui. Mais souvent, c'était des artistes qui se déplaçaient entre chantiers. Mhm. Et après, selon leur origine et comment ils avaient appris, voilà. Mais par exemple, on a pas mal de fresques dans la région Loire, sur des périodes donc sans doute qu'on a eu des artistes qui se sont transmis. Voilà, c'était Oui, on voit qu'il y a peut-être des rappels de code ça, d'un ouais. point à l'autre. Ok, ça bouge. Ouais, c'est ça. Mhm. Et on a eu beaucoup de fresques aussi pendant la Renaissance française. Voilà, on va penser à Fontainebleau. Voilà, Oui, on a il des y a un fresques. boom en rappel à l'Antiquité, mais comme tu dis, c'est pas forcément la fresque qui a été réutilisée comme technique principale. Non. On imitait peut-être le goût antique. Alors pour la Renaissance mais- italienne, c'est vrai, la Renaissance française, Ouais. vu que c'était des artistes italiens qui sont Ah, beaucoup venus, ok. c'est vraiment de la vraie fresque. Donc il y a un retour de la fresque. Il y a un retour de la fresque Ouais. parce que justement, on a ces artistes qui sont venus avec leur technique Parce et qu'il y a qui l'ont beaucoup appliquée d'Italie, pour les chantiers royaux. Voilà. Donc si on parle des autres techniques, donc c'est plutôt de la détrempe ou de l'huile. Ça peut être de la détrempe, ça peut être de l'huile et voilà. Et comme je disais, eau de chaux ou lait de chaux. Et ça va dépendre des périodes et Mhm. ça va dépendre des régions aussi. Mhm. Parce qu'il faut toujours se dire qu'en région, on prend ce qu'il y a juste à côté. Ouais. Voilà, si on est sur des petits chantiers, on n'est pas non plus comme les chantiers royaux qui avaient plus de moyens, effectivement. Mais oui. Là, voilà. Et c'est vrai que la fresque, il y a une technicité, tu peux pas la prendre sur le pouce, faut quand même qu'on te la transmette plus ou moins les uns aux autres. Voilà, c'est ça. Alors que la détrempe, c'est C'est plus simple, c'est plus- plus simple à mettre en œuvre, Oui. Tu te exactement. trompes moins facilement. Voilà. et au pire ça s'écaille, mais c'est un peu le jeu que ce soit pas durable. Et on peut le voir parce que la fresque a été pas mal repris à partir de la fin du 19e et début 20e. Il y a eu un grand renouveau chez les artistes Mhm. peintres. Et on peut voir que c'est pas totalement maîtrisé. Ouais. Des Les fois, retours de l'archéologie, donc de l'archéologie et même au fait il y a eu
entre l'entre-deux-guerres, il y a eu Mhm. plein de commandes publiques pour Ouais. aider les artistes, justement. D'accord. Et il y a eu des écoles qui se sont développées autour de la technique à la fresque parce que c'était souvent des décors monumentaux qui étaient demandés. D'accord. Voilà. Et oui, il y avait un peu ce retour antiquisant aussi. Oui, mais certainement. c'était voilà, se réapproprier une nouvelle technique. Ouais. Voilà. On sait bien que les artistes, ils aiment bien se challenger. C'est clair. Et donc toi, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un cas concret sur lequel tu cas as concret, travaillé voilà. dans une église, il me Voilà. semble. Alors, je vais reprendre du début. Souvent, c'est demandé maintenant, quand on travaille dans des églises, si elles sont classées ou inscrites aux monuments historiques, c'est les DRAC qui gèrent avec l'architecte. Et souvent, maintenant, les DRAC demandent à ce qu'il y ait une étude préalable qui soit faite s'il y a des peintures, ou même s'il n'y en a pas dans l'église et qu'il y a des travaux de prévus, pour faire des sondages et voir s'il y en a. Donc sur ce chantier-là, j'étais pas mandataire, c'était mon premier chantier quand j'ai commencé le travail. Donc l'équipe avait déjà fait une étude préalable avant. Donc ce qui permettait au fait de justement de faire tout le relevé des altérations, de voir où étaient les décollements, où étaient les selles, qu'est-ce qu'il fallait faire et réfléchir un peu à l'historique du bâtiment. Et une fois que cette étape-là a été faite, voilà, on marche par marché public. Ouais. On lance un appel d'offres, on répond et notre équipe a été retenue. Donc là, c'est un chantier qui s'est fait sur 2 ans. Ce qui est assez rare, on essaie de le faire parce que justement, il y avait des soucis d'humidité autour de la chapelle. 2 ans, c'est plutôt long, tu dirais, comme chantier? Ok. Ouais. En moyenne, c'est combien? C'est en moyenne, en fait, quand ils lancent les appels d'offres, c'est fait dans les travaux qui vont se faire au niveau de la charpente, de la couverture, des problèmes d'humidité s'il faut poser un drain, vont se faire peut-être même pas 8 mois ou 1 an avant les peintures. Voilà, et des fois, c'est vrai que nous, quand on est en direct sans architecte derrière, on essaie d'expliquer au maire, si vous avez fait des travaux avant, qui avaient été constatés, des fuites de gouttières, des problèmes où vous avez mis un drain, il faut attendre 2-3 ans que le mur sèche. Voilà. Ah ouais. Donc ça, c'est difficile à entendre quand tu as des travaux. Alors, en direct, mairie, avec un maire, ça peut très bien se passer. Ils sont plutôt compréhensifs. Et du coup, une fois qu'on a fait cette étude préalable, qu'on décide de faire les travaux de restauration, on a pu commencer la restauration qui s'est fait sur 2 années. La première année, justement, ils ont pu faire tout ce qui est problème structurel autour de l'église. Et nous, on a commencé à intervenir aussi sur les problèmes de support. Donc, on n'a pas fait l'esthétique, vraiment ce qui est tout beau à la fin. Donc, on s'est occupé de reprendre tout ce qui est décollement d'enduit, donc par des injections de mortier. Donc, c'est des mortiers spécifiques à la restauration qui sont sans sel. Justement, on n'est pas là pour remettre des sels, si possible. Donc, voilà. Oui, il suffit pas de prendre une grosse seringue Alors, on prend avec du mortier et de planter dans le mur. Pas du tout. Du mortier classique. Hein. Non, c'est du mortier qui a été étudié et voilà, qu'on revient injecter dans les murs. Donc, il faut s'imaginer, on est avec des grosses polaires, puisque c'est les églises, les casques, éventuellement, si on nous le demande, les combinaisons, et puis voilà. Donc c'est vraiment, on injecte, on fait notre petites injections sur les murs, on est les infirmières. Oui, c'est ça. Non, mais si je peux me permettre de le parler, il y a un petit côté botox en fait, parce qu'on vient ingérer quelque chose, une matière étrangère. Voilà, qui va revenir combler le vide. Combler un manque, c'est ça. Dans une matière qui est respirante, on vient combler un vide avec une nouvelle matière. Qui est aussi respirante et qui est étudiée pour être compatible avec les matériaux qui sont à l'intérieur. Donc là, on avait, sur ces peintures-là, c'était des peintures LED chaud et haute chaud qui étaient sur sans doute des enduits mi-secs et des badigeons mi-secs. Donc il y a quand même une prise un petit peu des pigments dans la matière, sans que ça soit de la fresque. Et comme c'était des enduits de chaux, donc c'était un mortier à base de chaux et de différentes poudres. Je ne vais pas développer. Voilà. C'est pas juste, c'est très compliqué. De toute façon, il y a des pourcentages, des besoins pour ce mur en particulier, etc. Donc on avait cette problématique de déplaquage qui était assez générale sur tous les enduits peints. Ensuite, on avait aussi une problématique d'autres enduits qui avaient été posés, parce qu'il y avait eu diverses restaurations dessus. Et qui pouvaient être justement des enduits qui étaient moins respirants et qui aussi étaient beaucoup plus durs, pour résumer. Et du coup, qui tirent sur l'enduit en périphérie. Donc, qui amènent des nouvelles fissures. Oui. Donc, on avait tout ce travail de purge aussi. Donc, voilà, la restauration de décor peint, c'est aussi, on vient avec notre burin, notre marteau, et des fois même avec le perforateur quand on a du ciment. Parce qu'il faut se dire qu'on a souvent aussi des enduits qui ont été repris au ciment. Et ça, c'est tout sauf respirant. Et c'est ça amène des gros problèmes d'humidité dans les maçonneries. Ça nous change de décor. C'est bien que tu décrives un petit peu l'aspect déjà de la tenue, etc. Parce que c'est vrai qu'on imagine toujours les restauratrices, surtout de peinture avec le petit pinceau. Le petit pinceau
pinceau bien propre sur soi. Là, t'es un croisement du BTP. C'est exactement ça. De toute façon, des fois, selon les chantiers, on a une énorme sécurité, on est obligé dans le BTP. Bon, généralement, le casque, on dit non, mais c'est pas possible. Il y a un moment. Pour travailler avec précision, parfois, ça doit être dur. C'est compliqué. Et t'en as peut-être pas toujours besoin, effectivement. Non, voilà, s'il n'y a pas d'autres corps de métier autour de nous qui peut faire des gravats, voilà, on met pas de casque. Oui. Bon, on met la combinaison parce qu'on travaille sur des environnements très poussiéreux en première phase de chantier, justement quand on fait des injections, quand on purge les enduits postérieurs, les enduits qui ont été mis après la création de la peinture, souvent, il y en a plein partout. On est souvent avec des masques aussi parce que la chaux, c'est très irritant. Et c'est volatile. Et c'est volatile, ça rentre bien dans les poumons, donc il y a un aspect sécurité et ne pas finir le soir complètement bouché de partout et plâtré, on va dire. De l'intérieur. De l'intérieur. Donc là, on va dire que sur les injections et sur la purge des enduits, on peut un peu rapprocher ça de la conservation curative, on va dire. On est là pour stabiliser un état et que ça s'arrête de se dégrader, au moins sur ces problématiques-là. Après, comme il y a les problématiques du bâtiment, ça peut continuer à se dégrader, mais au moins qu'il n'y ait plus de vide. Et pareil, les injections, en plus de permettre de recombler un vide, ça permet aussi, selon la plasticité du matériau, peut avoir des déformations. On peut être sur des choses qui vont présenter des poches. Donc une fois qu'on a injecté ce mortier, qui va agir un peu comme un adhésif, on va pouvoir revenir avec des presses pour recréer l'adhésion entre les strates de support qui se sont décollées. Comment tu fais pression de face, du coup? Parce que c'est non, c'est vraiment par face. Alors, chacun ses techniques. Nous, c'était inventer des petites presses qu'on peut caler sur l'échafaudage et qui se font avec un système de sando. Voilà. Donc, de quoi, tu dis les sandos, tu sais, c'est ce que tu mets dans... quand typiquement tu vas en voyage et que tu as besoin d'accrocher quelque chose dans ta voiture pour pas qu'il tombe. Tu sais, c'est des trucs élastiques un peu... Ce que je vois, oui, tu fais des systèmes de tirants un peu... Voilà, en fait, tu as un système de presse et puis avec ce sando-là, ça te permet d'adapter la pression. En fait, ça fait un peu comme un bras, un bras hydraulique, je vais dire. Un peu élastique. Un peu élastique, voilà, qui te permet de caler plus ou moins ta presse. Et puis après, on attend un certain temps de séchage et voilà. Et on prie pour que ça marche. Oui, parce que ce qui n'est pas facile, c'est que tu n'as aucune visibilité de toute façon de ce qui se passe dans les strates intérieures. Là, c'est ça. Tu n'as aucune visibilité, ouais. Et ce chantier, c'est daté de quand? Enfin, la couche que vous traitiez, parce que alors, on était sur du XVIe siècle. Pour toutes les couches ou pour toutes les couches, ça, globalement. sur celui-ci, ok. Ouais, en fait, il y avait... C'était une toute petite chapelle paumée dans la campagne lorraine. Ouais, ça s'appelait la chapelle du Vieux Astre, à Savigny, si quelqu'un veut aller regarder les décors après. C'était très beau et en plus c'était le peintre. Alors on a supposé que c'était peut-être un peintre, une équipe de peintres qui était soit allemand, soit belge. Il y avait des reconnexions à faire avec les peintures de cette époque-là. Et c'était très beau parce que c'était très dessiné aussi. On aurait presque eu l'impression d'avoir une BD et voilà. Ouais, d'accord. Et c'était toute la chapelle était peinte autour du thème du jugement dernier et un peu de la mort. Donc voilà. Donc un classique avec des beaux cadavres. Parce que la mort thème germanique, c'est souvent quand même assez graphique. Ouais, on en a beaucoup dans la région Grand Est de ce thème-là, des danses macabres, des trois morts et des trois vifs. Voilà. Et on avait un personnage, on n'a jamais compris ce que c'était, mais c'était génial, qui était juste au-dessus de l'hôtel de la chapelle, en dessous de l'oculus, et un personnage qui mettait son doigt dans l'œil, qui tirait l'œil, comme ça. Et on n'a pas... Ça comme sans doute... s'il dit mon œil, quoi. Ouais, comme s'il disait mon œil. Okay. Et c'est pas courant, on n'a pas réussi à... Ça a sans doute un sens dans l'iconographie générale. Je sais pas, ouais. Je sais pas, ou un peu moqueur, vu que c'était un peu sur le thème de la mort, de la résurrection. Côté, on te regarde, enfin Dieu te regarde. Dieu, voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas réussi à trouver d'autres exemples. C'est pareil, on avait des dragons qu'on retrouve un petit peu aussi dans les églises, justement en Lorraine, ça peut arriver. Bon, bref, là c'est encore un travail d'historien de l'art. Nous, on est obligé de faire ce travail-là parce que ça nous intéresse. Et on a besoin de comprendre l'œuvre aussi avant d'aller dessus, parce que comme on a des reconstitutions des fois à faire. Donc s'il manque par exemple des motifs, il faut faire de la recherche pour retrouver à quoi? Là on avait de la chance, c'est que ces peintures-là, il y avait eu des relevés d'aquarelle qui avaient été faits. Sans doute suite à parce que ces peintures-là, jusqu'au 19e siècle, étaient recouvertes sous badigeon. Ah d'accord. Voilà.
Et elles ont été découvertes. Le 17e est passé par là, c'est ça? Non Oui, le 17e Ouais. est passé par là. Souvent, le 17e passe par là. Oui. C'était même pas là pour remettre un nouveau décor qui plaisait Oui. plus. C'était, Oui, parce que on décide de pour blanchir l'église. Pour repréciser, il y a vraiment des modes en France pour Voilà, généraliser ce avec que la vous expliquez. contre-réforme et après aussi avec la Révolution où on a tout blanchi les églises. Tout blanchi, exactement. Une recherche de simplicité, dépose des vitraux Voilà, aussi pour les vitres claires. C'est ça, voilà. Ouais. Voilà, c'était pour ça qu'on oblige maintenant certaines DRAC obligent à faire des sondages sur les murs, parce que si on a un mur blanc, on peut se dire qu'il y a quelque chose en dessous. Très probablement. Voilà, Ouais. Bah, Il y a des chances. voilà, il y a des chances. C'est ça. Et alors, donc dans cette histoire, moi ça me fascine pas mal cette histoire de strat. Donc tu vois pas, ton sondage, tu le fais comment? Il y a des appareils? Alors, il y a des appareils, mais je veux dire, le restaurateur coûte moins cher que l'appareil. Ok, d'accord. Donc on le fait à l'oreille. Mais c'est Donc comme là, à toi, l'oreille. ouais, c'est comme toi quand tu Ok. vas sonder un mur, je sais pas, pour chez toi, pour savoir s'il est porteur ou pas. Ça n'a pas la même sonorité. Et donc, est-ce que tu peux deviner des matériaux différents et des strates un petit peu à la sonorité? Non, en fait, généralement, on fait des petits sondages au scalpel où on va jusqu'à la pierre. D'accord. Et on voit quelles sont les différentes Donc tu strates. grattes sur combien de profondeur parfois Bah, ça va dépendre. Ça peut être énorme. Ça peut être énorme. Et tu peux le faire au scalpel ou il te faut une ponction un petit tubulaire? Bah, jusqu'ici, moi, j'ai toujours... Juste le scalpel a toujours suffi. Ok. Parce que bon, t'as pas non plus des strates où t'as 30 cm. Hein. Oui, Faut en se dire que peinture, c'est... t'es plutôt sur du... Allez, 5 cm Maximum pour des maximum. couches Et super souvent, on précises. est plutôt sur du 1 cm, 2 cm. Ouais, c'est logique si t'as du badigeon. Voilà, c'est souvent plusieurs couches de badigeon, en fait. C'est très très fin, ouais. C'est très fin. Heureusement. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça qu'on voit parfois quand on fait des visites, il y a des petits Il carrés. y a des petits carrés, et justement, on est venu... alors, c'est pour servir à chercher des décors, mais c'est aussi pour servir à comprendre l'histoire du bâtiment. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Voilà. Oui. Et c'est très sympa de plus en plus. Alors, je sais pas si c'est de plus en plus, mais je crois. On voit dans des lieux comme ça visitables où ils laissent des petites fenêtres Voilà, pour expliquer. pour expliquer un petit peu ce qu'il y a sous chaque strate. Et c'est sympa. ça, Et ouais. ça laisse une présence de notre travail parce qu'on est très anonyme. Mais en même temps, ça a beaucoup de bénéfices de montrer qu'on est là, voilà, sans forcément nous Voilà. mettre en avant parce qu'il y a un travail de recherche. Voilà. Et puis après, les gens, ils se posent des questions. Ils se disent, ah bah comment ça se fait qu'il y a telle couche et telle couche? Parce que c'est vrai que la matérialité d'un décor peint, c'est très abstrait pour le grand public. Oui. Bah là, c'est vrai que même à l'audio, une explication comme ça, on essaie de rentrer dans la matière, etc. On mettra des photos de toute façon pour illustrer et tout ça. Mais quand bien même avec des photos, ça reste souvent... Mais comme une couche, même sur une toile, ça reste, on dirait que c'est juste une surface plate, alors que ça n'a rien de plat. Ça n'a rien de plat. Dans nos regards. Même un mur, on se dit, oh, il a l'air tout à fait plan. Mais au fait, non, c'est multitude de reliefs, de petits dénivelés, c'est pas plan. Pas du tout. C'est pas du tout plan. D'ailleurs, quand on refait des enduits, nous, on refait pas comme les maçons qui font des enduits à la règle très lisses. Nous, on suit vraiment justement la matière parce que souvent, on a aussi des enduits qui vont un peu bouger avec le temps et aussi le mur sur lequel ils sont qui va bouger, l'appareillage. Donc, on peut avoir des petits dénivelés. On est là, voilà, on sculpte un petit peu nos enduits pour qu'ils s'adaptent un petit peu à la surface aussi. Après, ça, c'est vraiment pour les peintures anciennes. Hein. C'est vrai que quand on est sur des peintures 19e, 20e, là, c'est lisse. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment culturel. Et ça, je pense que c'est important toujours de le repréciser parce qu'on l'a pas beaucoup en tête. Aujourd'hui, on a une culture très très lissée qui débute entre guillemets au 19e par rapport à la capacité à faire quelque chose de... C'était la capacité technique. Oui, parce qu'il y avait une volonté, notamment à partir de la Renaissance, de retrouver quelque chose d'absolument parfait, où rien ne dépasse, mais malgré tout, dans les faits, la technique permettait pas toujours de faire quelque chose. C'est l'habilité de l'artisan, comme tout. Tout à fait. Son budget, son délai, voilà. comme toujours. Les matériaux qui étaient disponibles à côté, parce que comme je dis, c'est souvent ce qu'ils trouvent à côté. Nous, on retrouve souvent les ocres de la région, du coin, qui ont été utilisés pour les peintures. Parce que c'est vrai que pour les peintures murales anciennes, on est souvent sur une gamme d'ocres. Et qui est l'ocre local. Alors après, sur des chantiers un peu plus prestigieux où il y avait un peu plus d'argent, on va avoir des matériaux qui vont venir d'un peu plus loin, notamment pour les pigments. Mais c'est vrai, du pigment bleu sur une petite église à la campagne, c'est pas fréquent. C'est pas fréquent avant le 17e. On Ça en va trouve, être- mais voilà. Et ça Ou va alors être ça des va être détails. des mélanges, on va faire mélanger du noir avec un peu de blanc, ce qui va faire un effet bleu, voilà. Mais ça va pas être du vrai bleu. Du bleu qui vient directement de la nature, couleur bleue, quoi. Bah voilà, pas parce que souvent, bon, Ça vient de loin et c'est plus cher. c'est plus cher et il y a une question de compatibilité avec la chaux, parce que même si on a monté des pigments bleus après, à partir du 16e, c'était pas toujours compatible avec la chaux. Ça a tendance Ah ouais, d'accord. à verdir C'est ou ça. autre chose.
Une fois qu'on a fait donc tout ce travail de consolidation qui est important, bon, on va aussi revenir rétablir un mur à peu près. Déjà, d'un point de vue conservation, c'est important de recombler toutes les lacunes parce que ça fait un soutien quand même. Oui, sinon elles ont peut-être des Voilà, accroches. elles ont des accroches différentes. Alors souvent déjà, ce qu'on vient faire en premier lieu, c'est des petits... Tout le long des lacunes d'enduit qui sont peints, on vient faire ce qu'on appelle un petit soulin. Donc on vient mettre un enduit à la chaux qui est avec un sable très fin, qui est du sable, genre le bac à sable quoi, qu'on pouvait avoir, c'est du sable 0001, voilà, et qui va pas trop tirer sur la peinture, mais qui va permettre déjà de faire une petite consolidation sur les bords. Et une accroche peut-être. Et une accroche entre la partie qui est saine et la partie qui est un petit peu décollée ou qui n'a plus vraiment d'accroche avec le mur. Et après, on peut revenir faire des enduits. Donc là, typiquement, c'était des enduits à la chaux aérienne. Parce que ça respire, ça s'enlève facilement et ça respecte les matériaux. Voilà. Après, c'est sûr qu'il ne va pas avoir totalement le même comportement que les enduits anciens parce qu'il n'a pas le même âge. Mais voilà, il est compatible. Et une fois qu'on a fait ça, on avait aussi tout le travail, on avait beaucoup d'algues vertes et d'algues rouges. Attends, j'y suis pas du tout là. Vas-y. Sur un mur ? Sur un mur. Ok. Alors, sur un mur, t'as souvent... tu peux avoir des moisissures. Oui, des ça c'est voilà. plus... Des mousses, on entend ça. Alors, les mousses à l'intérieur, c'est un peu plus rare. C'est pas des mousses, les C'est trucs les verdis. Voilà, alors en fait, il y a les moisissures, les champignons. Ça va, tout le monde visualise. Voilà, tout le monde visualise. Il y a les lichens. Alors, c'est souvent ce que vous avez sous vos toitures. Ok. Les trucs qui font un jaune, peu noir. jaune, noir, un petit peu, qui sont en relief, un peu velus. Voilà, ça c'est typique des toitures. On peut en retrouver, mais rarement sur les peintures murales. C'est souvent sur la pierre. Et on a les algues vertes et les algues noires. Donc en fait, ça fait des traînées vertes, des traînées noires, des traînées roses. Voilà, c'est des algues. Donc là, on avait ça. Après, on détermine si elles sont actives ou plus actives. Parce que c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. On va pas forcément passer un fongicide si on fait une analyse et si on voit qu'il n'y a plus d'activité, on va juste tout simplement brosser, aspirer, etc. Donc là, dans ce cas-là, elles étaient toujours actives. Donc on vient passer un fongicide dessus pour traiter justement, avant de continuer sur la restauration. On avait aussi un problème de bactéries, mais c'est encore autre chose, on ne va pas développer. Ça fait beaucoup pour aujourd'hui. Une fois qu'on a traité tout ça, il y avait aussi des problèmes de sel, mais qui étaient très particuliers. Au fait, c'était pas des sels qui se présentaient sous forme de cristaux, donc qui venaient pousser la peinture. Les sels, c'est présent naturellement dans les maçonneries, dans le sol. C'est ce qu'on appelle des nitrates, des sulfates. Ça parle bien, je pense. Ça parlera aux gens. Au rayon jardinerie, voilà, c'est ça. Ouais. Et au fait, ça va remonter quand il y a des infiltrations d'humidité ou même des changements d'humidité dans l'église. Ça va remonter en surface. Donc le petit grain de sel migre vers l'avant. Vers l'avant. On va résumer par au fait, à la base, je suis dans la pierre, je passe dans l'enduit, puis avec les réseaux de petites capillaires, j'arrive sur la peinture. Faut imaginer des molécules qui se réarrangent en fait, et le petit grain entre guillemets sel. Comme il est poussé avec l'humidité et qu'il est très mobile, il va à la surface. Selon le type de sel, je vais faire des cristaux, je vais faire des choux-fleurs ou je vais juste faire du sel comme si c'était du sel de table. Le fameux salpêtre. Le fameux salpêtre, les gens appellent ça du salpêtre. Et là, on avait des sels particuliers, on avait des sels qui étaient très solubles parce qu'au fait, les sels, ils ont soit un état soluble, donc au fait, ils vont rester même en surface de la peinture, mais sans cristalliser. Ouais. Et là, on avait des sels très solubles qui ne cristallisaient jamais, mais qui avaient un taux d'humidité très important. Et au fait, c'était assez dangereux pour la peinture. Au fait. Ça se présente comment, un sel qui est soluble En fait, on ne le sait que par analyse. Il y avait un problème de se dire que s'il y a des changements d'humidité, il pouvait passer de l'état très souvent cristallin à insoluble. Donc là, on avait utilisé une technique très complexe pour rendre ce sel soluble, insoluble. On va pas... Voilà, okay. C'est juste pour dire que c'est une problématique dans les peintures murales, surtout en France. On pourrait faire quoi, la peinture, du coup ? Rendre ça tout pulvérulent, poussiéreux, et amener à des pertes de peinture sur des... Voilà. Et comment on le traite alors, cette surface ? Alors là, dans ce cas-là, c'était traité avec des compresses très spécifiques. Là, on réduit la quantité de sel et là, on joue aussi sur un niveau de changement de l'état du sel. Au fait, on le faisait passer d'un type de sel vers un autre. Wow. Voilà. Mais ça se fait très peu. Hein. C'est vrai que les sels en peinture murale, en général, on est très peu interventionniste. Au fait, on va juste rester sur de la purge mécanique. Voilà. On va faire très peu de compresses ou vraiment dans des cas très particuliers parce que c'est dur à contrôler et on ne sait pas la quantité de sel qu'il y a dans toutes les maçonneries. Donc, au fait, l'idéal, ce serait plutôt de contrôler
d'analyser, de dire, on a tel type de sel et tel type de sel, et ben pour garder un état où on va pas avoir un phénomène de cristallisation, de solubilisation, il faudrait plutôt contrôler l'humidité et les températures de l'environnement, ce qui est pas faisable à l'échelle. Non, parce surtout que dans une église. Mais voilà. oui, c'est trop de travail. Mais moi, personnellement, j'évite les compresses sur les peintures. La plupart des personnes dans le métier, on va juste venir les purger pour pas que les sels qui sont déjà en surface continuent à altérer la peinture. D'accord. Voilà. En tout cas, là, c'est un travail beaucoup plus long, beaucoup plus complexe. Et j'imagine donc tu amènes des produits qui vont être potentiellement plus ou moins liquides ou sous forme gélifiée ou des choses comme ça, ou d'argile ou de... Non, pas du D'accord. tout. C'est comme pour les traitements des pierres, c'est de la ouate de cellulose D'accord. qui est plus ou moins imbibée. Et après, il faut suivre la conductivité. On suit avec un conductumètre et des petites bandelettes, combien de sel il reste. D'accord, j'ai compris. Mais je dis, c'est vraiment quelque chose qui se fait pas trop. On est vraiment plus dans la purge mécanique. C'est plus ou moins le travail qu'on fait. J'essaie de rapprocher ça à quelque chose de grand public. Avec ta piscine, quand tu checkes le pH et tu remets un peu de produit. Et tu... Alors, c'est absolument pas remettre du produit en jetant sur le mur, mais il y a cette idée de tu dois contrôler, retirer un peu, remettre. Mais la plupart du temps, on purge et on essaie de traiter, parce que souvent, ça peut faire des voiles blancs, à traiter ce voile blanc pour que ça soit de nouveau lisible ce qu'il y a en dessous. Voilà, tous les sels ne sont pas dangereux. C'est au cas par cas. C'était un cas très particulier. C'était un cas très particulier que je n'ai jamais rencontré après en 10 ans de travail. C'est la seule fois. Là, j'ai eu d'autres sels, mais où on était plutôt que sur la purge mécanique. Voilà. Donc tu disais qu'en France, apparemment, il y a souvent ces problèmes. C'est notre terre, le sol qui est comme ça. C'est la terre, c'est la maçonnerie et c'est surtout l'humidité. Vu que c'est l'eau qui amène les sels en surface, et c'est l'humidité. Ils ont moins ces problèmes-là, par exemple, dans les pays du Sud, c'est sûr. Mais ils vont avoir d'autres problématiques. Pierre aussi. Voilà. Parce que là, c'était situé où cette chapelle du coup? C'était en Lorraine. En Lorraine, d'accord. Voilà. Oui. T'as des sels qui peuvent être dans la pollution, entre guillemets, t'as des sulfates qui sont des particules de pollution qui peuvent aussi réagir avec ce qui... beaucoup de paramètres, c'est toujours... Il y a beaucoup de paramètres, c'est pour ça qu'on fait souvent des analyses, qu'on essaie de faire des analyses au maximum et de comprendre un petit peu ce qui se passe. On fait souvent des relevés de température, d'hygrométrie aussi, pour voir... L'idéal, ce serait de le faire sur toute une année pour voir comment il y a des changements selon les changements de saison. Mais bon, c'est rarement le cas. Je vais dire, on le fait juste le temps de l'étude ou le temps de la restauration. De toute façon, rien n'est parfait. De toute façon, c'est une question d'équilibre. Oui, c'est vrai. On peut pas la mettre sous cloche. De toute façon, l'église, elle est la peinture. Donc, et c'est le propre de la nature de se dégrader et ces œuvres sont faites avec la nature. Que des fois, quand on fait les travaux de restauration, les commanditaires, ils ont l'impression que c'est dans le ciment et que c'est bon, ça bougera plus. C'est vivant, ça ne bouge pas, alors tout est vivant. Alors que tout est vivant et que ça continuera à se dégrader. Là, on est juste venu là pour stabiliser un état de dégradation à ce temps donné-là, pour faire en sorte qu'il va durer X temps, sauf s'il y a d'autres problèmes qui arrivent, s'il y a un séisme, s'il y a une couverture qui lâche, c'est autre chose. Mais on est là juste pour l'aider à continuer un petit peu. Améliorer un peu. Mais peut-être qu'il y a des choses dans 5 siècles qui n'existeront plus. Et c'est normal. Et c'est normal. Il faut se faire une raison. Mais c'est bien de les faire tenir le plus longtemps pour qu'on puisse... C'est ça. Alors, la fin du coup de ce chantier. De la fin de ce chantier, donc, une fois que tu as fini tes enduits, traité tes sels, traité tes algues, fait des nouveaux enduits. La piscine, finalement, on n'était pas Voilà, c'est bon. On avait quelques restes de petits badigeons qui n'avaient pas été totalement enlevés. Donc, on vient avec notre petit scalpel enlever les badigeons de choses de propreté, nous on appelle ça, qui couvrent encore la peinture. Et là, on passe à l'étape... on avait aussi quelques petites écailles de peinture. Donc là, on est revenu avec des petits adhésifs aussi acryliques, justement. Mais souvent, c'est très fin. En fait, c'est sur du 1,5 mm, 1 mm. On vient injecter ou poser au pinceau un petit peu d'adhésif pour recoller l'écaille sur le support enduit. Et une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la retouche. Enfin, c'est le plaisir, c'est ce que les gens voient plus, au fait. Vous croyez que c'était que ça, la restauration? L'esthétique, ce serait tellement facile. Mais au fait, ça sert à rien de faire l'esthétique si on ne traite pas le problème. On revient à ce qu'on disait en tout si on n'est pas sur la structure, sur le support. Si t'as une peau toute sèche, t'as beau mettre du maquillage dessus, ça va servir des écailles de fond de teint orange. C'est ça. Donc là, pour la retouche, sur les peintures anciennes comme ça, on fait une retouche. Bon, moi, je fais une retouche simplifiée à trateggio, c'est qu'on vient avec des petits traits, juste combler les lacunes. Et au fait, cette retouche, elle va être différenciée selon l'état de la peinture. Parce qu'on va plus ou moins la pousser si la peinture est en bon état.
d'une manière locale, mais aussi d'un ensemble. Parce que si tu fais une retouche très poussée à un endroit parce que l'endroit est bien conservé, mais que le reste est très dégradé, l'œil ne sera attiré que par la partie qui a l'air toute belle. Qui paraît parfaite, en fait. Qui paraît parfaite. Alors qu'il faut se dire que la peinture murale, il faut toujours prendre du recul. On est là pour traiter un ensemble qui est monumental. On n'est pas là pour traiter une belle petite peinture miniature qui doit être très belle, très propre. Parce qu'on verra que cette zone-là. Ouais. Bon, et puis ça nous rendrait folle si on faisait tout. Oui, là, tu as des considérations qui n'ont rien à voir et il faut tout le temps te reculer, justement. Oui, il faut toujours prendre du recul. Des fois, on peut dire non, j'aime pas ma retouche, mais tu reprends du recul et tu dis parce qu'elles sont conditions in situ, elles ont été peintes dans un lieu donné, à part si elles ont été transposées. Donc, elles ont été peintes selon les conditions lumineuses et selon les conditions aussi tu peux avoir une peinture à 4 mètres de haut et toi, tu la vois depuis le sol. Oui, donc c'est pas rien à voir. Ouais. On a aussi cette idée qu'on retouche sur des peintures anciennes, de se dire qu'il faut la distinguer si t'es prêt. Oui. Donc c'est pour ça qu'on fait, il y a les retouches au strategio, donc c'est des plein de petits traits de couleurs qui sont mis d'un côté de l'autre, ou pointillistes, plein de petits points. De loin, où quelqu'un ne le verra pas, mais s'il y a un collègue qui passe derrière, un historien, un restaurateur qui a l'œil, il va voir ce qui est faux et ce qui est vrai. Oui, et ça c'est important pour pas faire des surinterprétations. Parce que la retouche n'est pas là pour surinterpréter les manques. On ne le fait que dans des zones où on comprend l'ensemble. C'est là que c'est important d'avoir eu un travail historique aussi. Parce que, et de faire tes recherches. Et de l'iconographie, etc. Et après, on regarde par rapport à ce qui reste. Oui. Mais c'est vrai que là, on a eu un avantage, mais aussi on les a eu toutes à la fin, c'est que, donc, comme ces peintures étaient sous badigeon et ont été découvertes, tous ces badigeons ont été purgés au 19e, après, il y a eu des relevés d'aquarelles de ces peintures-là. Ça se faisait beaucoup. Donc, on a pu avoir accès à la toute fin du chantier. Ah mince. Ouais, non, la médiathèque était en plein déménagement à ce moment-là, donc on n'a pas eu... Mais on a eu les relevés d'aquarelle, donc ce qui nous a permis des fois, même si le relevé d'aquarelle est une interprétation des gens, soit... Mais ça te permet de dire que là où on pouvait avoir des petits doutes, non, on peut se permettre de refaire la petite ligne là. Dégagement de badigeon, il avait été fait au 19e siècle, fin 19e, d'après mes souvenirs. Et le relevé d'aquarelle avait été fait début 20e. Donc, il faut 10-20 ans après la découverte de ces peintures. Justement, quand tu disais on a retiré des petits badigeons de propreté, c'est ça ? C'est ça, c'était les petits restes. C'était les petits restes, parce qu'il faut se dire que nous, on va au petit scalpel et tout, on fait ça. Ils n'avaient pas de scalpel. Ils n'avaient pas de scalpel. Enfin, pas les si, ils en avaient, mais bon, souvent, ils faisaient à la truelle. Oui, et puis c'est vrai qu'ils faisaient de la chirurgie, ils en avaient, mais ils n'avaient peut-être pas encore cette mentalité. Non, et puis souvent, c'était la bonne âme, c'était le maçon, c'était le prêtre qui, tiens, il y a un truc qui est tombé. Il prenait la truelle et puis voilà. Parce que c'est très récent cette idée de toute façon. Nous, on utilise un outillage qui est notamment très emprunté à la chirurgie. Mais la restauration au début, ça remonte bien avant le 19e siècle, mais vraiment qui commence à s'installer au 19e, effectivement, je crois pas qu'on avait une mallette de chirurgien sur un chantier, on allait prendre les outils de chantier. On allait prendre les outils du maçon, et puis voilà. Non. On a la même chose dans toutes les disciplines. La restauration traditionnelle de reliure, c'est avec les outils du relieur, alors qu'aujourd'hui, c'est avec des outils de chirurgien. C'est un changement de mentalité. C'est pareil, par contre, on va pas réutiliser à part pour quand on fait des nouveaux enduits, on va essayer de faire un badigeon qui va l'harmoniser pour qu'il soit de la même couleur à peu près que l'enduit et qui choque pas. Mais par contre, pour la retouche, on va utiliser un matériau qui est spécifique à la restauration et qui n'est pas de même nature que la peinture. Tu refais pas de la fresque ou de la détrempe? Pas du tout. Qui amènerait plein d'eau en plus, c'est pas forcément... Non. Puis ça n'a pas d'intérêt, quoi. C'est vraiment de dire... on utilise beaucoup le terme de réversibilité en restauration. Moi, j'aime bien le terme aussi de retraitabilité. Oui, qui est un terme qui arrive. Donc que le fait que peut-être qu'on n'arrivera pas à enlever le matériau, mais on arrivera quand même à faire en sorte qu'on peut mettre un nouveau matériau dessus. Bon, là, on utilise de l'aquarelle. On n'est plus sur de la réversibilité normale. De l'aquarelle classique de bonne qualité. Voilà. Tu repeins l'aquarelle sur tes comblements neufs. Sur mes comblements neufs, mais aussi sur la peinture. Ah oui, sur les manques de peinture. On met pas comme en restauration de tableau, donc. Une couche de vernis. On met un vernis intermédiaire pour poser la nouvelle retouche et qu'elle soit retraitable, retirable. En fait, c'est tellement des grandes surfaces. D'accord. Après, selon ce que tu as eu besoin de faire avant, si tu as eu des refixages, etc., il peut y avoir une petite couche de résine qui permet de... Voilà. Et donc, vous avez bien écouté dans le podcast, il faut faire toutes les étapes avant de poser de l'aquarelle directement sur une fresque. Donc, ne prenez pas une boîte d'aquarelle en vous disant que c'est facile cette étape-là.
mais j'imagine qu'il y a même des cas de figure où on pourrait peut-être même pas retoucher à l'aquarelle toujours. Ça, si on en arrive à ce stade-là, c'est que le mur est dans un état qui fait que de toute façon, il fallait pas faire de restauration et qu'il fallait déjà sécuriser et puis se poser la question d'où vient le problème. Il faut faire toutes les étapes avant, d'où le fait que finalement, quand on rentre dans le cœur de notre métier, c'est pas par la retouche qu'on commence et c'est pas ça du tout. C'est la cerise sur le gâteau. C'est quand on a de la chance, on peut retoucher et c'est génial. Ouais, c'est ça. Bon, après, on arrive souvent à l'étape de la retouche. Si on a de la chance, j'exagère parce que, disons, on va dire quand tu connais toutes les autres étapes, tu as cette chance de pouvoir retoucher. Voilà, c'est le petit plaisir après avoir fait tous les gros travaux. On crée sa propre chance, exactement. C'est ça. Il n'y avait pas cette problématique-là sur chantier, mais comme on a souvent des décors aussi qui se superposent, on peut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on découvre, qu'est-ce qu'on met en valeur. À part si on est vraiment sur une fresque qu'on va prendre en accord avec tous les commanditaires à l'œuvre et les décisionnaires, que la peinture qui est en dessous est plus intéressante que la peinture au-dessus. On va se dire, bon, on va tout dégager parce que celle en dessous, elle est meilleure qualité et elle est surtout en meilleur état. On essaie de faire quand même coexister les fragments. Soit on essaie de les faire coexister, soit on essaie de faire que les fragments qui sont les plus minoritaires soient en dessous de la grille de lecture. Pour simplifier, on a une belle peinture 18e, mais on a quelques vestiges d'une peinture 19e qui est dessus. On a une petite écaille de 20 cm là, une petite écaille de 10. C'est plus un ensemble, alors que l'autre en dessous est dans un bon état. On va décider de les garder, mais on va venir les réocculter, nous. Alors justement, là, on va mettre une... En fait, on va décider de le réocculter sous un badigeon, comme il faisait à l'époque. Sauf qu'on va mettre justement une petite couche de protection pour faire que le badigeon, il pourra s'enlever facilement. C'est pareil, on va pas... Les badigeons, souvent, pour qu'ils tiennent, c'est toujours comme on est sur la chaux, on joue sur l'humidité, donc on va réhumidifie pour que ça accroche bien. D'accord. Là, on va le faire à sec. Donc du coup, le but, c'est de se dire... Ce sera vraiment facile à retirer. Avec une brosse à dents, une petite brosse, on puisse l'enlever. Mais du coup, on a conservé ce décor 19e, qui est important pour comprendre ce qui s'est passé. Et d'un point de vue historique, et si quelqu'un veut faire une étude après sur ce décor, mais il va être en retrait. Oui, on ne le voit même plus. On ne le voit même plus. Alors, soit on peut juste, ça dépend vraiment de la chromatique de l'ensemble, soit on l'a juste de badigeon, soit on peut venir du coup retoucher par rapport au décor. Simuler le motif général. Simuler le motif général. En trateggio, par exemple. C'est ça, toujours en trateggio. Et on verra, donc un restaurateur verra qu'il y a un patch de badigeon en quelque sorte sur une autre fresque. On verra de près, il y aura une épaisseur ou comment tu distingues les autres? Non, c'est pas... en fait, ça dépend de l'épaisseur de... Il verra l'épaisseur. Parce que si tu as fait du trateggio ailleurs sur la fresque 18e, par exemple... Il n'y a pas d'épaisseur. Mais là, il y aura forcément une mini-épaisseur, mais après, c'est toujours de l'ordre de... Donc ça sera retouche la même qu'ailleurs, mais il y aura l'épaisseur. Il y aura l'épaisseur et on saura qu'il y avait... Après, on fait de la... C'est comme tout, quand on restaure une peinture murale, comme un tableau, un papier, on rend un rapport. Je dis pas que dans certains cadres, voilà, mais quand c'est classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il y a plusieurs rapports qui sont dispatchés entre la médiathèque, la DRAC, l'architecte, la mairie, et normalement on retrouve toujours un exemplaire. Ça, c'est une pratique. Et du coup, on le documente. On va le documenter avant de l'occultation et après l'occultation. Photo, localisation. Exactement, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à faire ce métier ? Un reportage. Okay. Est-ce que c'est ta première approche, tu penses, du métier? Alors après, moi j'ai toujours été intéressée par tout ce qui est art, mais j'avais pas envie de faire l'artistique, la création ça m'intéressait pas du tout. Après j'ai fait une section art appliqué, un bac art appliqué. J'ai eu une prof qui avait notamment d'histoire de l'art qui avait passé le concours de l'INP, donc qui m'a passé la documentation. J'ai vu des reportages dessus et au fait ça répondait à tous mes critères parce qu'il y a un côté... il y a de l'intellectuel, il y a du travail de recherche, il y a du travail d'analyse, et il y a aussi un travail manuel et pratique. Finalement, il y a toute ta réflexion amène à quelque chose de visuel, concret, voilà. Oui. C'est vrai que c'est un métier très complet dans le sens où on partage évidemment des étapes, mais globalement, tu fais quand même plus ou moins de A à Z. Ou alors, les études préalables, on ne les fait pas toujours, on passe derrière. Mais voilà, toujours, c'est vrai, un travail de réflexion. Il y a un travail de réflexion avant de commencer sur la matière. Oui, on n'arrive pas là. Vas-y. Oui, c'est vrai. Oui. Tu suis pas que les instructions de quelqu'un. Même si on te donne le rapport, par exemple. Tu as un rapport d'études, après, toi, tu amènes ta propre réflexion. Voilà. Après, tu peux être tout à fait d'accord. Mais voilà, tu n'es pas un technicien. Tu n'es pas là pour dire je vais suivre les ordres qu'on m'a donnés. Oui.
t'es là pour amener une réflexion et amener ta manière de voir. Peut-être qu'elle ne sera plus bonne et peut-être, voilà, ça change selon les époques. Et du coup, ça alliait les deux. Donc moi, ça m'allait très bien. Ok. Donc après, j'ai passé un diplôme dans une école privée. D'accord. Voilà. T'avais eu cette prof qui avait fait l'Institut national du patrimoine, qui est Qui avait fait le concours. Elle avait fait le concours. Mais elle, justement, elle s'est dit qu'elle n'était pas faite pour la pratique. Elle n'a pas choisi, elle a juste passé le concours. J'ai vu des reportages et voilà, ça me plaisait. Et du coup, j'ai potassé. Et puis. Et t'as trouvé ton école. Et j'ai trouvé mon école, j'ai fait mon cursus. Suite à mon cursus, j'ai travaillé chez quelqu'un qui était mon maître de stage. Pendant mon cursus, j'ai fait un stage peinture murale parce que ça m'intéressait déjà. En fait, j'aime beaucoup le monumental. Ouais, d'accord. Je suis pas les petits formats, ça, je sais pas. Il y a plus. Tu t'investis plus physiquement dans un grand format. Tu es quelqu'un de sportif, ou en tout cas tu aimes bien être mobile. Ouais, j'aime bien être mobile. Donc voilà, je crois que j'aime pas être trop sur ma petite chaise. Sur ta chaise. Voilà. Ouais, okay. Bon, même si on est sur notre échafaudage, on peut être très statique aussi, mais voilà. J'aime bien le challenge. Le plein air peut-être aussi, je sais pas le plein trop. Air, ouais, non, le plein hiver, quand il n'y a plus de vitraux, non, le plein air, non merci. Ça m'est arrivé de travailler à l'extérieur, mais c'est un peu plus rare, comme c'est souvent à l'intérieur. Franchement. T'es obligée d'être emmitouflée. Alors moi, j'avoue, je fais tout pour pas travailler l'hiver dans les églises. Oui, c'est vrai, c'est ça. Parce que les matériaux de restauration ne supportent pas les étages gélives qu'il peut y avoir. Donc, ça sert à rien d'investir. T'as quand même un coût dans la restauration, c'est pour qu'on t'appelle 6 mois après, parce que il y a eu des problèmes. Donc, au maximum, quand tu peux expliquer aux gens que c'est pas janvier, février, c'est pas la peine. Non, même mars, on peut être encore sur des risques parce que le froid, il s'infiltre. Et voilà. Bah, bien sûr. Puis, l'humain n'est pas négligeable aussi, exactement. parce que vraiment, ça tire sur l'organisme de travailler en plein hiver à 0 degré. Donc, tu fais du moins bon travail aussi, hein, t'es plus fatigué. Et du coup, après avoir été dans cet atelier avec mon maître de stage, j'ai eu l'occasion de travailler donc, sur le fameux chantier que j'ai présenté, qui est un des premiers, qui s'est fait en 2 ans, justement, pour bien séparer la partie esthétique de la partie, comme je disais, conservation curative. Donc, on a pu se traiter les problèmes avant. On a stabilisé le tout. Voilà. Et on est combien d'années après alors cette expérience-là on est 10 ans après ma formation, mais 13 ans après. Ouais, ok. Voilà. Plus ou moins 10 ans par rapport à ce stage-là. C'est ça. Ça va. Et donc du coup, la peinture murale, je fais ça donc depuis 10 ans. 10 ans, okay. 10 ans. Ça marche. Voilà. Avant, j'ai fait plus de tableaux et puis voilà. Et finalement, t'es plus sur le terrain maintenant. Je fais plus de peinture murale maintenant que de tableaux. Ouais. Bon, après, c'est aussi que depuis, on va dire, 10 ans, il y a vraiment un intérêt aussi pour la peinture murale. Ah ouais ? Ouais. Il y a beaucoup de chantiers. Je pense que ça vient déjà des travails historiques qui a été fait. Parce que c'est vrai que c'était jusqu'aux années 90, on n'étudiait pas tellement la peinture murale du point de vue d'histoire de l'art. Peut-être pas. Alors en Italie, peut-être. En Italie, mais pas en France. Voilà, en France, c'était quand même. Pas la spécialité. C'était pas. Voilà, c'était. En fait, on étudiait les grands trucs prestigieux. Qui sont plutôt sur toile. C'est vrai que la grande peinture française, c'est plutôt de la toile. C'est de la toile. Bon, il y a l'école de Fontainebleau, fresque. Il y a toujours des cas particuliers. Il y a toujours des cas particuliers, mais vraiment, l'étude générale des peintures murales sur la France, ça s'est fait à partir des années 90. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi des gros programmes de restauration des édifices à un moment donné qui font qu'on arrive, on intègre maintenant le décor peint dans ce programme-là. Oui. Qui était un peu négligé, on en parlait un petit peu Il avant. était un peu négligé. Il était vu comme du bâtiment finalement et pas forcément... Voilà, et puis bon... Des fois, on peut se dire, ça n'a pas d'intérêt, ou plus d'intérêt pour les tableaux qui sont dans l'église, qui sont... Ça, on le voit beaucoup, hein. Chaque pays a vraiment ses favoris, entre guillemets, qui sont liés aux fiertés, au courant, à des modes, et ça change complètement. Et c'est comme à Paris, comme il y a eu pendant beaucoup de temps des errances dans l'entretien des bâtiments, il y a un gros programme de restauration des églises à Paris maintenant. Oui. Ce qui fait qu'il y a un très gros programme aussi depuis 10 ans de la restauration de tous les décors peints. T'es arrivé au bon moment finalement. Moi, je ne travaille pas du tout à Paris. Non, oui, certes. Mais par rapport en tout cas à la restauration. Ouais, par rapport. Oui, non, mais c'est vraiment quand même depuis les années 2000 que ça s'est beaucoup développé. Le seul truc qui est encore dommage en France, c'est qu'on n'a pas de section spécifique d'études de décors peints. Donc en fait, on apprend tout sur le terrain, à moins que ce soit des gens après qui viennent de formation en Italie. Il y a des formations spécifiques à la peinture murale. Mais qu'est-ce que tu faisais à Paris justement ces jours-ci ?
Parce qu'on enregistre à Paris, du coup, là où moi j'ai mon atelier, toi tu dis que t'es en région. Moi, je suis en région. Donc là, moi, j'étais en formation, justement, sur... je dis le titre de la formation, mais j'expliquerai après. L'impact des structures sur les décors peints. Ok. On en parlait au début. On en parlait au début, donc c'était revenir là. Et c'était de partir des altérations du décor peint et justement d'élargir petit à petit son œil et comprendre les connexions qu'a le décor peint avec le reste du bâtiment. Et après, de comprendre, de dire, ah, il y a tel type de choses sur le bâtiment. Mais le but, c'est pas, on n'est pas architecte, c'est juste d'amener notre regard et de poser les questions à l'architecte pour après créer ce lien, justement. créer un lien et ça. voilà. Qu'on apporte notre regard, que nous, on a constaté ça. On a vu qu'il y avait ça. Est-ce que vous croyez que ça peut venir de là? Est-ce que... Cette réflexion qui est indispensable, comme tu disais, sinon les murs fissurent parce que Oui, la charpente voilà, a été et pensée pour ça. Par exemple, des fissures, on peut se dire, c'est le tassement naturel de la maçonnerie, c'est son équilibre. La fissure, on va peut-être venir la combler, mais peut-être que dans 5 ans, comme ça va bouger un peu selon le sol, elle va réapparaître. Bien sûr. C'est aussi comprendre ça, de dire non, mais ça va pas rester tout beau, tout propre, tout net. Si c'est le mouvement naturel du bâtiment, ça reviendra peut-être un peu. C'est pas un objet plus ou moins contrôlable, même si encore une fois, un objet se détruit et se dégrade. Dégrade, c'est ça, mais là, il y a tout l'environnement. Il y a l'environnement qui contrôlable dans une certaine mesure, mais tout bouge. Et puis, il y a aussi des gros problèmes qui vont se poser avec le réchauffement climatique. Parce que, et ça se pose déjà. Alors, entre les conditions dans les églises qui vont changer au niveau de l'humidité et des températures, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de phénomènes de condensation, parce qu'on va avoir beaucoup plus de chocs entre chaud-froid, humide. C'est ça, Voilà. Et même pour les bâtiments, parce que les sols bougent, selon le type de sol que vous avez, si vous avez une église sur un sol argileux, et que vous passez d'un état de sécheresse à un état d'un coup pendant 15 jours, il pleut énormément. Et les sols, ça va impacter la maçonnerie, le bâtiment, et ça va impacter la peinture. Et on a aussi des problèmes de nouveaux types de moisissures qui apparaissent. Voilà, qui sont arrivés du sud de la France, qui arrivent. Bon, ça remonte à 2-3 ans, mais on a découvert dans plusieurs églises une sorte de voile rose qui peut être des fois des bactéries, mais là, qui n'est pas une bactérie qui était connue. Donc voilà, voilà, ils avaient lancé des études à savoir, bon, qu'est-ce que c'est? Et c'est sans doute lié, je pense, à des changements climatiques. Il y a un côté très dystopique, la moisissure rose, l'algue rose méconnue. Ah, c'est beau. Qui va ramper sur le mur. Ouais, ça fait très... Après, ça n'amenait pas d'altération, soit pour l'instant, on avait vu, hein, mais voilà. On la surveille, de près. Voilà, il y a des nouvelles choses qui vont arriver avec les changements climatiques. En voilà un autre exemple. Et du coup, donc, tu te formes régulièrement. Comment ça se fait que tu continues à te former alors que tu as un diplôme? Alors, faut dire que j'ai un diplôme d'école privée, donc c'était un peu compliqué. Voilà. J'ai passé ensuite, maintenant j'ai un diplôme d'État, je suis tranquille. Ah bon, t'as fait un double cursus? Non, j'ai passé une VAE, une validation des acquis d'expérience, il y a 3-4 ans. Voilà, j'ai montré mon expérience, que j'avais fait, et puis on s'est dit que mon expérience et ma méthodologie répondaient aux critères du diplôme. Donc maintenant, j'ai un diplôme d'État. En fait, en monument historique, c'est pas obligatoire. Ah d'accord. Voilà, c'est parce que je travaille très peu pour les musées quand même. Mais il y a certaines DRAC qui maintenant le demandent et qui coinçaient. Pour pouvoir continuer à travailler l'esprit tranquille. Voilà. T'as élargi tes possibilités. Voilà, histoire qu'on ne m'embête plus. D'accord. Et donc tu continues malgré toi à te former régulièrement? Alors ça, je le faisais déjà avant la VAUNP et je continue à le faire. Après, ça dépend. Voilà, il y a des années où je ne fais pas de formation parce qu'il n'y a pas de choses qui m'intéressent. Mais il faut dire que la restauration, ça évolue beaucoup quand même depuis 10 ans. Même si on ne peut pas tout mettre en place du monument historique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont développées. On se dit, c'est super chouette, mais c'est adapté au musée et aux conditions du musée. Et il y a commencé à avoir une étude sur justement pour purger un peu les salles, mais juste en surface. Et avec un système qui demande à être minimum des conditions de 19 degrés de température. On n'a pas forcément ça tout le temps dans une église. Et entre un petit panneau et un grand panneau, c'est difficile à mettre en œuvre. Mais il y a besoin de se former. Et sur des spécificités, on ne peut pas rester sur ses acquis parce que déjà tu discutes avec d'autres personnes, ça t'oblige à avoir un autre regard sur ta pratique. Alors peut-être que ça ne va rien changer, mais au moins tu dis j'ai cette possibilité-là, j'ai compris ça, et je sais qu'il y a tel produit à disposition. Peut-être qu'un jour j'en aurai besoin sur un chantier.
c'est un peu un menu sur mesure, entre guillemets, que tu ajoutes à déjà ton cursus initial et tu rajoutes des plugins. C'est ça. Parce que comme je disais, même moi, si j'avais fait une école publique d'État, il n'y a pas de section décor peint. Donc c'est vrai que tu es un peu obligé d'aller faire des formations justement sur les problématiques de sel spécifiquement, de moisissure. Et là, cette formation sur l'impact des structures qui était aussi là pour t'aider à dialoguer, à ce que ça s'instaure un dialogue entre les différents corps qui interviennent sur un chantier, parce que c'est pas comme un objet où toi t'es tout seul et limite t'as le conservateur aussi qui va venir et qui va faire un suivi. Là, on est plusieurs corps de métier et il faut se coordonner, il faut se comprendre. Il faut arriver à parler le langage des autres. C'est un travail d'équipe avec des jargons très très différents encore aujourd'hui. Voilà. Même si toi tu restes sur ta partie, il faut que tu sois capable de communiquer avec le maçon de ce que tu veux et ce que tu veux pas. De communiquer avec l'architecte qui comprenne toi tes besoins. C'est comme un chantier de construction tout court en fait. C'est ça. Chaque corps de métier est obligé parce que sinon le truc il tient pas. Ouais, c'est pas toujours. Oui, et est-ce que tout le monde peut faire ces formations justement ponctuelles? Oui, c'est ouvert à tout le monde. N'importe qui. Après, c'est dirigé plus sur les gens qui travaillent dans le patrimoine. Mais là, par exemple, on avait des gens qui étaient plutôt du chargé d'inventaire qui sont venus. C'était assez varié. Voilà, en fait, on a plus d'architectes, on a été quand même beaucoup de restaurateurs, mais de différentes spécialités d'ailleurs. Il y avait céramique, il y avait peinture, il y avait sculpture, parce que les décors monumentaux, c'est pas que de la peinture murale, il y a d'autres choses. Et c'est intéressant parce que dans les décors monumentaux aussi, des fois, t'as du bois avec de la peinture sur enduit, t'as de la sculpture sur stuc. Tu peux avoir des carreaux de céramique, et tout ça, ça a un jeu d'interaction. Et c'est bien aussi d'avoir des équipes qui sont des multiprofils pour intervenir sur les chantiers, pour le mettre en pratique. Toi aussi, on s'y habitue. C'est ça. Qu'est-ce que tu préfères dans ce métier? Alors pour spécifiquement la peinture murale, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est bouger. Voilà. Tu te confrontes à différents cas et t'es pas seul dans ton atelier. Donc, j'aime le fait que tu travailles en équipe. Bon, ça arrive pas tout le temps, mais j'aime ça. Et puis tu découvres des spécificités architecturales ou techniques qui sont tellement différentes d'une région à l'autre. Voilà. Et tu as aussi l'interaction avec les gens. Donc tu as l'interaction avec le conservateur, l'architecte, mais moi ce que j'aime bien aussi sur les chantiers, c'est que on laisse la porte ouverte, sauf si on utilise des solvants, là on va pas laisser rentrer les gens, mais on va laisser les gens du village rentrer et ils vont nous demander, poser des questions. Et j'aime bien cette interaction, expliquer un peu ce qu'on fait comme métier. Après, purement en termes de restauration, c'est vraiment l'alliance où tu as une réflexion qui est menée et qui est transversale. Tu vas aller autant du côté des analyses qui sont souvent obligatoires. Voilà, tu essaies de faire au maximum, de faire des analyses de liant, de pigments, de sel, de moisissure. Donc tu as quand même ce côté un peu scientifique. Et tu as aussi le côté recherche historique. Bon, tu mènes pas toujours, mais quand tu restes où il n'y a pas eu où c'est pas dans un chantier global, tu es obligé de faire ta petite recherche documentaire. Donc j'aime cet aspect théorique où tu vas avoir la réflexion et après tu es dans la pratique. Tu ne restes pas que sur ton bureau. Oui, et puis tu croises des gens, comme tu disais, ce qui n'est pas le cas. Toujours, voilà. C'est quoi, à ton avis, ton plus vieux souvenir, le plus loin, qui aurait pu te mettre sur cette voie-là? Parce que tu dis que finalement, tu as découvert ça très très tard par des reportages, en fait. J'ai découvert ça en seconde, en fait. Oui, parce que c'est art appliqué. Moi, c'était un bac art appliqué. C'est marrant, tu dis j'aimais l'art, mais j'étais pas manuelle, mais tu as fait quand même un bar appliqué, ce qui est rare. Oui. C'est pas mal, ça. En fait, j'ai eu ce qui fait que, en fait, tu n'as pas envie d'aller. J'aimais beaucoup l'art, mais j'avais pas envie d'aller faire un bac S typique. Voilà, je savais que j'aimais l'art, je savais pas si je voulais faire de la création. C'était une manière de se confronter aux différentes possibilités que tu as dans. Voilà. C'est bien, c'est beau comme vision super jeune et tout. Super jeune, tu as donc découvert, peut-être pour résumer, tu as eu un événement dans ta vie brutale quand tu étais très jeune qui t'a tout de suite fait comprendre que j'avais pas envie de rester le cul sur ma chaise à juste écouter mes professeurs. Bon, ce qui était le cas, mais que j'avais aussi envie de faire quelque chose qui me plaisait. D'explorer ton monde. Et l'art me plaisait, donc je suis allée faire ce bac art appliqué. Et après, ça m'a confrontée aux différents métiers qu'on peut y avoir. Mais on avait aussi des cours d'histoire de l'art. Donc, j'aurais pu aussi me diriger vers des études d'histoire de l'art derrière.
Mais j'ai découvert la restauration et ça répondait à tout. Beaucoup plus tard. Ouais. Et l'art, tu faisais quoi? Donc, genre, petite, tu t'aimais aller au musée, en fait? C'était quoi? Non, alors je suis pas d'une culture où mes parents vont au musée. C'est ça qui m'intrigue. Moi, j'aime bien creuser. Pas du tout. C'est juste que depuis toute petite, j'aime dessiner et peindre. Ah, tu dessinais et peignais quand même. Ouais, depuis toute petite. Mais j'ai jamais suivi de cours à côté. Ouais. C'était mon loisir du week-end. Et Ok, super. voilà. Génial. Est-ce qu'il y a quelque chose à propos de toi qui surprendrait d'un point de vue extérieur sur le fait que t'es conservatrice, restauratrice? Non, parce que c'est vrai, peut-être le côté, j'ai toujours été très sportive depuis quand j'étais petite. Donc se dire que elle va rester. Mais comme à côté je faisais du peinture et dessin, je pouvais rester très calme aussi. Donc on recoupe cette plusieurs. Ça n'a pas tellement étonné au fait les gens autour de moi que j'aille faire ça. Oui, parce que finalement t'as peut-être bien trouvé la spécialité qui te correspond. Qui me correspondait, voilà. Ah oui, c'est vrai que la céramie, le papier, c'était pas du tout pour moi. Moi, j'avais qu'une chose, c'était de faire tomber les céramiques par terre. Les papiers, c'était beaucoup trop fragile pour moi. Ça, tu vois, ça, c'est un truc super bien à préciser, parce qu'il y a souvent cette réflexion de vous devez être très patient, vous devez être très méticuleux. Mais en fait, c'est la rencontre avec la matière et tout le monde, il y a des gens qui font de la restauration de tableau, ils ne pourront pas faire de la restauration de papier. Mais non. Il y a une sensibilité. Alors, c'est vrai qu'on est toujours en train de dire on a un métier très technique, scientifique, on a une réflexion derrière, mais aussi un ressenti avec la matière. Obligatoire, ouais. Et qu'il y a un énorme plus, si ce n'est... moi, j'avoue que je le mets pas secondaire ou primaire au diplôme, etc. Je pense que c'est deux choses qui sont faites pour fonctionner ensemble, quoi. Si te manque l'un des deux, en fait, si te manque le diplôme ou si te manque cette sensibilité à la matière, c'est dur tu peux pas exercer ce métier. Mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir donc tout un petit peu rationaliser pour cadrer ce métier qui manque de cadre. Il manque de cadre et c'est aussi pour nous donner de légitimité parce que c'est vrai que le public, ça reste le public, mais les commanditaires, des fois, quand on a face à nous des communes, ils ont du mal à comprendre ce qu'est notre métier et qu'est-ce que ça implique. Nous, on n'est pas les barbouilleurs du dimanche. Oui. Et si tu parles de ressenti, c'est vrai que ça reste quelque chose où on se repère pas bien parce que c'est très personnel et c'est pas un référentiel commun qui permet de comprendre le sérieux du travail. C'est ça, voilà, c'est pour ça qu'on essaie de plus l'aborder, mais on est tous d'accord qu'à un moment, on a choisi notre spécialité parce qu'on aimait cette matière. Et que c'est essentiel. Mais effectivement, par contre, c'est bien de dire que tu n'as pas à être sensible à tout, ni au même degré. Et pas du tout. Humainement, c'est impossible. Oui, tout à fait. C'est comme, il y en a, ils n'aiment pas la cuisine italienne et on préfère la chinoise, et voilà, c'est des choses comme ça. C'est vrai, ça s'explique pas toujours. Il y a ton physique quand même, c'est vrai que aussi. C'est comme certaines personnes ont des ondes que tu n'apprécies pas toi en tant, mais c'est dur à dire, mais c'est vrai. Parfois c'est du feeling, il faut pas forcer feeling, la chose. Et c'est pareil avec la matière, quand tu décides, quand tu as choisi ta matière. Ça match ou pas? C'est du feeling. Il y a des gens qui font de la restauration de tableaux qui ont pu essayer les décors peints. Ils n'ont aucun feeling avec la matière et ils ont décidé. Ils ont fait un chantier avec moi. Non, c'est bon, je vais rester sur du tableau. J'ai pas le feeling avec la matière. Ça m'a marqué tout à l'heure. Bon, t'as dit que quand tu fais au son et que tu repères des choses, peut-être que tu vas me dire que non, pas forcément, etc. Mais ça fait penser aux gens qui lèchent les cailloux pour les analyser. Non, je rigole, je ne le mettrai pas. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, quand je tends une toile sur un tableau, mais alors c'est du travail, je le ferai pas avec une œuvre ancienne, je vais pas taper sur mon œuvre ancienne, évidemment. Mais moi, j'ai un plaisir à créer ma toile, c'est une de mes spécialités, à en coller, à poser les différentes strates, et ensuite, au son, je sais si elle est bonne ou pas. Il y a énormément de métiers, et pas que des métiers musicaux, où on sait au son. Mais ça, tu vois, et pourtant, j'ai l'oreille musicale, mais je suis pas du tout musicienne, je suis incapable de jouer. Ah, moi non plus. Encore une fois, ça n'a rien à voir, mais pourtant, on voit bien là comment le ressenti peut être propre à chacun, et tu peux entendre quelque chose que d'autres personnes n'entendent pas jamais. Après, là, c'est question de mur plein et de mur creux, tu l'entends. Et quand t'as un doute, tu sonnes un peu plus. Voilà. Après, il y a une machine qui le fait. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'entendre le creux ou le... Ah non, pas du tout. Je connais quelqu'un qui n'a pas sensibilité pour... Donc voilà, ça t'empêche pas de faire ce métier, mais c'est quand même un plus qu'un plus, quoi. Bon, après, c'est du travail aussi. T'apprends au fur et à mesure. La matière, c'est de la brique derrière, donc c'est sûr que ça va pas sonner comme de la pierre granittique. Il y a un son à connaître quand même. Et on vient à ce truc de toute façon, tu peux faire, moi je crois, qu'on peut faire tout ce qu'on veut, même si on n'a pas l'affinité initiale, mais ça demande beaucoup de travail. De toute façon, il y a du travail en plus du ressenti, etc. C'est ça. Le ressenti, c'est la première approche. C'est ça. Mais après, il y a tout le travail derrière.
Merci Tatiana pour cet épisode. De rien, j'espère que j'ai été claire. Les épisodes sont maintenant disponibles sur Apple Podcast, Spotify et Deezer, mais vous pouvez toujours nous écouter sur YouTube dans la version illustrée qui vous permet d'interagir directement dans les commentaires et poser vos questions aux invités. Je ferai remonter. Pensez à jeter un coup d'œil à la description où vous retrouverez des liens mentionnés dans l'épisode. Vous pouvez soutenir cette production gratuite de l'Opératorium sur Patreon afin de me permettre de créer toujours plus d'épisodes. Grâce à vous, j'ai pu acheter un deuxième micro et ainsi mettre en valeur les 2 voix, ce qui est une grande amélioration dans cette saison et pour ça je vous remercie infiniment. Un grand merci de votre écoute et on se retrouve lundi prochain dans un nouvel épisode.